Je vais vous demander de lever tous la main et juste de la tenir comme ça. Voilà. Une fois que vous la tenez, je vais vous poser des questions et si jamais vous sentez que vous répondez non à la question, vous baissez votre main. Et on va voir s'il y en a un qui reste au bout de ce jeu. Et ce jeu s'appelle le « Ah, si j'avais su ». Alors, la première question, c'est « Vous avez des clients ?» Si vous avez des clients, vous gardez la main levée. Si vous n'avez pas de clients, vous baissez la main. Tout le monde en a. Deuxième question, vous avez des clients à qui vous avez expliqué les risques de la cybersécurité. Vous en avez tous, vous gardez la main levée. Vous avez des clients qui vous appellent en catastrophe le lundi matin. Le dimanche matin. OK. Vous avez des clients qui vous disent « Je n'accède plus à aucune donnée ». Et vous avez des clients qui vous disent « Ah, si j'avais su ». En fait, c'est bien là que se pose... Vous avez tous gagné, d'ailleurs, merci beaucoup de votre participation. C'est bien là que se pose le problème. C'est un petit peu, je discutais avec certains d'entre vous, je disais, la cybersécurité, on ne la voit pas. Enfin, la cybercriminalité, on ne la voit pas. On la voit si on la cherche, mais elle n'est pas visible par définition. Et en l'occurrence, c'est sans doute très très difficile en tant qu'entrepreneur, et je dirais même en tant qu'humain, tout simplement, parce que ça concerne tout le monde, très difficile de l'approcher. Je ne sais pas si vous avez vu ou vécu, vous, ce réflexe qui consiste à conduire beaucoup plus doucement pendant 10 minutes quand vous avez vu un accident sur le bord de la route. Ben là, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, ça vous touche et ça fait quelque chose. Dans la cybersécurité, quand on est touché, il est souvent beaucoup trop tard. Est-ce que pour ces gens-là qui ont tout fait et qui le lundi matin vous disent « Ah, si j'avais su », est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ? Il y a un préalable. Oui. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont tout fait qui ont dit « Si j'avais su », mais souvent ce sont les gens qui n'ont rien fait qui disent « Ah, si j'avais su ». Et on les avait prévenus. Parce que le problème, c'est, vous avez tout à fait pointé du doigt le sujet, le problème c'est que on parle d'un cambriolage, les gens imaginent, ils visualisent. On parle d'un incendie, ils visualisent. Mais on parle d'une attaque cyber, j'ai des clients, enfin des prospects qui me disent « Non mais j'ai des caméras de vidéosurveillance ». Qui sont peut-être le point de départ du problème, dans certains cas en plus. Mais oui, donc il y a une question d'éducation et c'est très important. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une attaque cyber. Il faut évangéliser, il faut éduquer pour leur expliquer ce que c'est. Et sans aller dans les termes techniques, juste expliquer les risques, les cibles, on se retrouve face à des gens qui, au bout d'un moment, peuvent dire « Non, mais c'est trop compliqué, j'y comprends rien et je veux pas ». Et donc, on fait l'autruche. Et ça, c'est grave. Et donc, je pense que pour éviter ça, il y a 2 sujets qui me paraissent très importants. Le premier, c'est qu'il faudrait légiférer pour que tous les gens qui touchent les entrepreneurs, que ce soit les avocats, les notaires, les chambres de commerce, aient un discours cyber. Pas long, juste éduquer les gens. Attention, voilà le risque, et faites ça, ça ou ça, entourez-vous, mais ne négligez pas. Et ça, c'est fait nulle part. C'est-à-dire qu'il faudrait organiser le discours d'une certaine manière et pouvoir le répéter positivement. Vous avez un avocat qui a un devoir de conseil. Mais ça devrait faire partie de ce devoir de conseil. Un notaire, même chose. Bon, encore faut-il se fasse attaquer, mais bon, encore faut-il que chacun de ces gens-là ait aussi la sensibilité et les compétences pour le faire. Quelqu'un qui vend une agence de transaction de fonds, par exemple, devrait assumer le risque de dire voilà, attention, éduquez-vous. Merci beaucoup. Benoît, et oui. Ce qu'on constate, en fait, souvent, c'est de la sidération. C'est-à-dire que même face à l'événement, les personnes sont victimes, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et même comme ça, la plupart du temps, ils ont du mal à prendre la mesure de ce qui est arrivé. Ouais. Il y a un effet de halo autour de la cyber qui est assez ancien et qui traîne et qui fait que on a finalement le sentiment, un petit peu comme pour les accidents de voiture, et c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, de se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, effectivement, le risque existe, mais ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, dans l'appréciation du risque, bien souvent, c'est biaisé. On se dit, bon, allez, je prends le risque, je suis courageux, il y a peu de chances que ça m'arrive. L'appréciation de « il y a peu de chances que ça m'arrive » devient de plus en plus difficile à tenir parce qu'en fait, tout le monde est visé. On a des campagnes qui touchent massivement des adresses IP. Vous êtes juste une adresse IP. Si vous avez un accès Internet,
vous êtes une adresse IP. Et rien ne ressemble plus à une adresse IP qu'une autre adresse IP. Ça veut dire que quand on vous attaque, a priori, la plupart du temps, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas si vous avez des données intéressantes, on ne sait rien de vous. Et c'est des robots, des scripts qui automatisent ça et qui vont tenter d'exploiter des solutions pour accéder à vos données et éventuellement derrière mettre en place des stratégies un peu plus méchantes. Mais donc au départ, vous êtes des anonymes et vous êtes attaqué, que vous ayez des informations intéressantes ou pas. Après, il existe d'autres types d'attaques plus ciblées, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même encore une grande majorité d'attaques qui sont juste, je dirais, pour faire un parallèle, c'est du porte-à-porte, quoi. Je prends une rue, donc je prends des adresses IP et je vais toutes les tester une à une, quoi. Et peu importe ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, les attaquants ne sont pas forcément français, ils peuvent même être dans des pays assez lointains, même nonobstant les rebonds, et ils peuvent très bien avoir aucune connaissance par exemple de la structure étatique de la France ou des types d'activités qui peuvent être derrière. Ils peuvent même tout simplement ne pas être tout simplement capables de lire les documents qu'ils vont récupérer, parce que ça peut être dans une langue qui n'est pas la leur. Donc le fait d'être petit ou le fait d'être, je dirais, anonyme ne protège pas. Voilà. Oui, pour illustrer encore dans le même sens. Donc nous on travaille avec des collectivités locales, donc des mairies, des structures qui dépendent des mairies, comités d'agglomération, des structures comme ça. Et ça montre bien que les attaques sont aveugles. Donc je dirais personne n'est visé, tout le monde est concerné, mais personne n'est visé, sauf certains qui sont visés avec des moyens. Dans ces cas-là, c'est le bureau des légendes, etc. Donc de toute façon, si vous êtes visé par ces gens-là, je pense que vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais c'est pas face à ça qu'il faut se préparer. C'est ce que tu disais, c'est qu'on passe dans une rue et on essaie de chacune des portes pour voir si elles sont fermées. Et fermer sa porte au niveau cyber, c'est pas très compliqué. Donc c'est un peu contraignant, parce que je pense qu'il y a un double effet, hein. Il y a la sous-estimation de la menace et des risques, et puis il y a la contrainte qu'induit l'application des mesures de sécurité, même élémentaires. C'est pas une grosse contrainte, hein. Moi j'aime bien. On parle d'ailleurs d'hygiène informatique ou d'hygiène. C'est un peu comme se laver les dents. Se laver les dents, ça prend un peu de temps, mais enfin on a pris l'habitude. Et puis finalement, ou même s'habiller, ça prend un peu de temps, mais finalement on s'habille tous. Donc c'est des choses qui ne sont pas intégrées au niveau cyber dans nos pratiques. Et donc taper un mot de passe un peu long, ça nous fatigue. Et donc voilà. Donc c'est plus de la paresse. C'est le double effet. À mon avis, je suis pas concerné, et en plus c'est ennuyeux, donc je le fais pas. Mais donc pour illustrer combien c'est aveugle, j'en arrive à mon anecdote, c'est que nous on travaille avec des mairies. Donc les mairies, quand elles sont attaquées, pour celles qui le sont, on leur demande, notamment parce qu'il est très à la mode actuellement, les cryptovirus par rançongiciel. Leurs données sont inaccessibles sauf à payer une rançon. Okay, la rançon, elle est souvent à payer en bitcoin. Et une mairie, je ne sais pas si vous le savez, mais les mairies n'ont pas dans leur caisse même pas d'euros. Elles n'ont rien. Et pour payer, il faut passer par le trésor public et l'État, quoi. Et l'État ne paye pas en bitcoin. Donc c'est pour dire combien, bien qu'elles ne puissent pas payer, elles sont néanmoins les victimes d'attaques. Et c'est quand même un point intéressant à savoir, même si elles ne peuvent pas payer la rançon. Vous savez que néanmoins l'attaque d'une mairie peut être très rentable pour un cyberattaquant. Vous savez pourquoi ? Bonne réponse. Alors, je parle sous le contrôle de spécialistes. Moi, je suis pas spécialiste, hein, mais donc je vais parler avec mes mots à moi. Il y a sans doute des spécialistes plus dans la salle. Mais c'est que ce qui intéresse les pirates, c'est non seulement avoir la rançon en bloquant l'accès à votre activité, mais aussi récupérer les données dont vous disposez pour pouvoir ensuite les revendre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Des données d'identité, ça a de la valeur sur le dark web, quoi. Et le dark web, là, je laisserai les spécialistes en parler, mais regorge de sites extrêmement bien faits et accessibles, y compris à des non-spécialistes, type Amazon ou autres, sur lesquels vous pouvez acheter une carte d'identité ou autre pour ensuite mener des attaques en usurpant l'identité de quelqu'un qui lui-même aurait été victime ou elle-même. Donc on est vraiment sur des sujets sur lesquels nos données, vos données, ont de la valeur. Elles ont une double valeur. D'une part parce qu'elles peuvent être réutilisées à votre insu. Donc l'attaque, c'est on exfiltre vos données, on en fait une copie qu'on revendra. Et en plus, on vous demande une rançon pour que vous puissiez continuer votre activité. Donc c'est la double peine. Et donc il faut être conscient que même en payant la rançon, on ne
ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, ce qui est déconseillé, hein, c'est du financement du terrorisme, et donc mais certains le font parce qu'il faut que l'activité continue. Ça ne vous protège pas contre le fait que les données dont vous disposez seront exploitées ailleurs. Si vous payez la rançon, habituellement vous allez être marqué comme bon client. Non, parce que payer la rançon ne vous sécurise pas. Payer la rançon, vous récupérez, et avec aucune garantie que les données soient là, etc. Mais en plus, vous allez être marqué comme disait Damien sur l'adresse IP, votre adresse va être surlignée. C'est-à-dire, ça, c'est un bon client. Donc, tant qu'il ne se sécurise pas, on ira chercher là où il y a de l'argent, quoi. Donc, faut vraiment, pour rebondir sur, j'en parlais ce matin, j'étais en pleine réunion de sensibilisation pour des élus là, en Charente-Maritime. On parlait de la réutilisation des données, et il faut savoir que la conscience de dire je réutilise les données pour des choses dont je n'avais même pas imaginé, effectivement, c'est qu'il faut s'ouvrir un petit peu l'esprit. Quand on fait de la gestion de risque, ce que je fais peut-être un peu trop des fois, c'est d'imaginer ce que peut faire un malveillant à partir des données qui font la valeur de l'entreprise. Et si je prends l'exemple sur les collectivités, parce que j'ai l'exemple en tête, si par exemple j'arrive à capter, je pirate la base du cadastre. Donc je vais avoir les parcelles, il y a des données qui sont publiques qu'on va retrouver, les numéros de parcelles, mais je vais trouver les noms des propriétaires, voire même je peux peut-être accéder à des valorisations particulières sur des taxes que paye chaque contribuable qui possède un terrain ou une habitation sur la commune ou la communauté de communes. Eh bien, rien ne m'empêche à partir de ce fichier, soit je le vends à des promoteurs immobiliers véreux parce qu'ils auront des valorisations de terrain qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir directement, mais le truc le plus intéressant, c'est de faire une belle campagne de phishing avec en tête État, les impôts, etc., nouvelle taxe, vous nous devez 150, 200 €, etc., on vous met le RIB et on envoie les mails. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont être formés, qui vont dire non, mais attends, ça vient pas du trésor public, c'est pas possible. Mais si j'en envoie 100, j'en envoie 1000, j'en envoie 10 000, si au moins sur les 10 000, il y en a 100 qui me répondent et qui font en plus le virement, j'aurai gagné l'affaire. Donc vous voyez que l'effet direct ou indirect, il faut le percevoir. La valeur de la donnée fait que sa revente ou sa réutilisation indirecte peut avoir des conséquences importantes. Merci pour ces précisions. Je reviens sur un élément. Vous vouliez intervenir peut-être? Oui, je pense qu'il faut aussi replacer au niveau du paradigme. La cybercriminalité ne s'attaque pas qu'aux entreprises ou aux collectivités, pas que, à l'individu. C'est ça aussi qui fait le problème un petit peu de cette criminalité, c'est qu'elle s'attaque aussi aux individus depuis leur naissance jusqu'après leur mort. C'est-à-dire prendre votre identité, même une fois que je ne vous le souhaite pas trop vite d'être décédé, une identité de quelqu'un qui est décédé, c'est très utile. Donc c'est aussi ce troisième aspect qu'on oublie un peu trop souvent, c'est l'individu, en tant que personne. Donc là aussi, bien souvent, ce qu'on recommande quand on dit à une collectivité, une entreprise, certes, vous allez vous protéger, en vous protégeant, vous allez protéger vos collaborateurs, vous allez aussi protéger la famille de vos collaborateurs. Et il faut avoir cette vision globale quand on fait de la sécurité, ne pas mettre, et c'est là aussi après il y a toutes les règles, mais là on rentrerait trop dans les détails, c'est ne pas mettre en danger les collaborateurs en leur donnant des fois trop de responsabilités ou trop d'accès aux informations. Donc faut avoir une vision globale, ce qui déstabilise. On a des attaques d'entreprises, on a tous des exemples là-dessus, qui se font au travers des enfants, des collaborateurs. Oui. Une console de jeu est un moyen pour entrer sur un système d'information. Ça n'atteint pas que la structure, mais aussi l'humain dans sa vie de tous les l'individu jours. de pas sa que le naissance. professionnel. C'est ça aussi qui rend un petit peu des fois les mesures compliquées à mettre en œuvre. Parce qu'on voit bien dans une structure ce qu'on peut faire. Il y a de la loi, il y a des règlements, etc. Au niveau d'un individu, au niveau du particulier, qu'est-ce que je peux mettre comme mesure de sécurité? Et là, ça devient très complexe.